L'auxiliaire de vie a été renvoyé après une accusation de négligence, mais le millionnaire l'a entendu dire 3 mots. C'étaient les mêmes mots que sa fille disait avant de disparaître il y a 25 ans. Les murs dorés de la propriété Beaumont brillaient sous le soleil de septembre. Mais Henri ne voyait plus leur éclat depuis bien longtemps. 25 ans exactement. 25 ans qu'il arpentait ces couloirs silencieux comme un fantôme, hanté par le souvenir d'une petite fille aux boucles brunes qui courait autrefois dans ces mêmes allées. « Monsieur Henri, votre petit déjeuner est servi », murmura Marguerite, la gouvernante, depuis le seuil de la bibliothèque. Sa voix prudente trahissait les années d'habitude face à son patron devenu ombre de lui-même. Henri leva à peine les yeux de son fauteuil en cuir, celui-là même où il s'installait chaque matin depuis le drame. Le même rituel, jour après jour, regarder par la fenêtre ce jardin maudit où tout s'était écroulé un après-midi de mai 1999. « Pas faim », marmonna-t-il. Comme chaque matin, Marguerite soupira discrètement. À 72 ans, elle avait vu Henri Beaumont conquérir l'immobilier français, bâtir un empire, épouser la belle Sylvie Dufresne. Elle l'avait aussi vu s'effondrer le jour où Anaïs avait disparu. « Monsieur Henri, vous devez manger quelque chose. Vous avez encore maigri. » Henri tourna enfin la tête vers elle. Ses yeux gris, autrefois perçants lors des négociations d'affaires, semblaient éteints. À 65 ans, il paraissait bien plus âgé que son âge. La culpabilité avait creusé des sillons profonds sur son visage. « Marguerite, vous souvenez-vous de ce qu'elle disait avant de s'endormir ?» La gouvernante serra les lèvres. Cette question revenait souvent, comme une litanie douloureuse. « Lumière, fleurs et vent », répondit-elle doucement. Elle disait toujours « lumière, fleurs et vent » avant de fermer les yeux. Henri hocha la tête, perdu dans ses souvenirs. Anaïs avait inventé cette phrase magique à 3 ans. Elle prétendait que ces mots chassaient les cauchemars et apportaient de beaux rêves. Combien de fois l'avait-il bordée en entendant ce petit mantra? Combien de fois avait-elle souri en murmurant ces mots, ses petites mains serrant sa peluche préférée? Le dernier jour, elle les avait prononcés aussi, juste avant de sortir jouer dans le jardin, juste avant de disparaître. « Si seulement je ne l'avais pas laissé sortir seule », murmura Henri, la voix brisée. « Si seulement j'avais été plus attentif. Monsieur Henri, vous ne pouviez pas savoir. » Mais Henri ne l'écoutait plus. Il revivait cette journée fatale, encore et encore. Les cris de Sylvie découvrant le jardin vide, les recherches frénétiques, la police, les chiens, les battus, puis les semaines d'espoir qui s'amenuisaient, les mois d'enquête qui piétinaient, les années qui passaient sans réponse. Sylvie l'avait quitté 2 ans après le drame. « Je ne supporte plus de vivre dans ce mausolée », avait-elle dit. « Tu t'enterres avec elle, Henri, tu refuses de vivre. » Peut-être avait-elle raison. Peut-être s'était-il vraiment enterré avec Anaïs. Ses affaires tournaient toujours, grâce à ses associés compétents. Mais lui ne sortait plus guère de cette propriété. Versailles était devenue sa prison dorée. La douleur dans sa poitrine le prit par surprise. Une griffure familière, mais plus intense cette fois. Henri porta la main à son cœur, le souffle court. « Monsieur Henri !» Marguerite se précipita vers lui. « Votre cœur. Je vais appeler le docteur Moreau. »« Non !» haleta Henri. « Ça va passer comme d'habitude. » Mais cette fois, ça ne passait pas. La douleur irradiait dans son bras gauche, remontait vers sa mâchoire. Marguerite n'attendit pas son accord pour composer le numéro d'urgence. L'ambulance avait filé vers l'hôpital de Versailles. Sirène hurlante. Henri, sous perfusion, regardait défiler les arbres par la vitre. Était-ce ainsi que tout se terminait? Dans cette ambulance, seul, sans avoir jamais retrouvé sa fille. Le docteur Moreau, son médecin de famille, l'attendait aux urgences. Après les examens, son verdict était sans appel. « Henri, votre cœur a tiré la sonnette d'alarme. C'est un avertissement sérieux. Vous avez besoin de repos, de soins constants, au moins pendant quelques semaines. »« Je rentre chez moi », grommela Henri depuis son lit d'hôpital. « Non, je vous oriente vers la clinique de repos d'Aix-les-Bains. Excellente réputation, environnement apaisant, vous y serez bien soigné. » Henri voulut protester, mais une nouvelle douleur lui coupa la parole. Le docteur Moreau en profita pour insister. « Henri, vous avez passé 25 ans à vous laisser mourir à petit feu. Votre cœur ne tiendra pas indéfiniment. Anaïs aurait-elle voulu ça pour vous ?» Ce prénom résonna dans la chambre comme un coup de tonnerre.
Henri ferma les yeux, vaincu. 3 jours plus tard, Henri se retrouvait dans une chambre claire de la clinique des Thermes d'Aix-les-Bains. Les murs blancs, la vue sur les montagnes, l'air pur des Alpes, tout l'opposé de sa prison dorée de Versailles. « Monsieur Beaumont, je suis Élise Toledo, votre aide-soignante. » Henri leva les yeux de son livre. Une jeune femme se tenait sur le seuil, un sourire chaleureux aux lèvres, la trentaine, des cheveux châtains simplement attachés, des yeux verts pétillants de bienveillance. Elle portait la blouse blanche standard, mais quelque chose chez elle dégageait une douceur particulière. « Je vais m'occuper de vous pendant votre séjour, » continua-t-elle en s'approchant. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Henri haussa les épaules. Comment se sentait-il ? Vide, fatigué, résigné, comme chaque jour depuis 25 ans. Pas terrible, marmonna-t-il. Élise s'installa sur la chaise près du lit, sans cette distance professionnelle qu'adoptaient habituellement les soignants. C'est normal, vous savez, après ce que votre cœur a traversé. Il faut du temps pour se remettre. Mais vous êtes entre de bonnes mains ici. Il y avait quelque chose dans sa voix, une tendresse authentique qui surprit Henri. Depuis combien de temps personne ne s'était adressé à lui avec cette bienveillance naturelle. Vous avez besoin de quelque chose, un livre, de la musique, ou simplement envie de parler. Henri la dévisagea. Cette fille ne le connaissait pas, ne savait rien de son histoire, de sa fortune, de son drame. Pour elle, il était juste un patient comme les autres, un homme fatigué à soigner. « Pourquoi faites-vous ce métier ?» demanda-t-il impulsivement. Élise sourit, un sourire qui illumina son visage. « Parce que j'aime prendre soin des gens, ma mère. Ma mère adoptive me disait toujours que nous étions sur Terre pour apporter un peu de lumière aux autres, surtout quand ils traversent des moments difficiles. Lumière. » Ce mot fit frémir Henri. Il observa plus attentivement cette jeune femme qui parlait de lumière avec tant de naturel. « Vous avez été adoptée ? » ?»« Oui, par une femme merveilleuse, Hélène Toledo. Elle m'a trouvée quand j'étais petite et m'a élevée comme sa propre fille. Je n'ai jamais manqué d'amour. » Henri sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas son cœur malade cette fois, mais une émotion qu'il avait enfouie depuis des années. Cette fille avait eu la chance d'être sauvée, aimée, élevée, contrairement à sa petite Anaïs. « Reposez-vous maintenant, » dit Élise en se levant. « Je reviendrai tout à l'heure prendre votre tension. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Monsieur Beaumont, tout va bien se passer. J'en suis certaine. » Henri hocha la tête, troublé par cette assurance tranquille. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait apaisé, comme si cette jeune femme avait effectivement apporté un peu de lumière dans sa chambre. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée d'Henri à la clinique. Chaque matin, Élise frappait doucement à sa porte, avec le même sourire chaleureux, la même attention délicate. Elle avait cette façon particulière de prendre soin de lui, comme si elle devinait ses besoins avant même qu'il les exprime. « Bonjour, monsieur Beaumont », dit-elle en entrant avec le plateau du petit déjeuner. « Comment avez-vous dormi ?» Henri, pour la première fois depuis des années, avait effectivement bien dormi. Les cauchemars habituels, Anaïs qui l'appelait, qui disparaissait dans le jardin, s'étaient apaisés. La présence d'Élise dans cette clinique semblait chasser ces démons nocturnes. Mieux, admit-il en s'installant dans son fauteuil. Beaucoup mieux. Élise sourit en disposant les éléments du petit déjeuner. Henri observait ses gestes précis, cette attention aux détails qui lui rappelait quelque chose, une sensation familière qu'il n'arrivait pas à identifier. « Madame Chevalier souhaite vous voir après votre petit déjeuner », annonça Élise. Une simple visite de routine, Martine Chevalier, l'infirmière-chef, dirigeait la clinique d'une main de fer, femme imposante d'une 50aine d'années. Elle veillait jalousement sur son territoire et sa réputation. Henri l'avait croisée plusieurs fois dans les couloirs, toujours pressé, toujours l'air sévère. « Et vous, Élise, depuis combien de temps travaillez-vous ici ? » « 3 mois seulement. Je viens juste de terminer ma formation. Cette clinique était mon premier choix pour commencer ma carrière. » Henri hocha la tête. Il comprenait maintenant pourquoi certains soignants la regardaient avec un mélange de curiosité et d'agacement. La nouvelle qui perturbait les habitudes établies, après le petit déjeuner, Martine Chevalier fit son apparition. Grande, les cheveux gris tirés en chignon strict, elle inspectait la chambre d'un regard perçant. « Monsieur Beaumont, j'espère que vous êtes satisfait de nos services. »« Tout à fait.
Mademoiselle Toledo prend très bien soin de moi. L'expression de Martine se durcit imperceptiblement. Justement, j'aimerais m'entretenir avec vous de certains incidents. Henri fronça les sourcils. Quels incidents? Il semblerait que Mademoiselle Toledo ait commis quelque négligence. Rien de grave. Bien sûr, mais nous devons maintenir nos standards de qualité. Je n'ai remarqué aucune négligence. Martine sortit un carnet de sa poche, consultant ses notes avec un air dramatiquement grave. Hier, elle a oublié de noter l'heure exacte de votre prise de médicaments. Avant-hier, elle a discuté trop longtemps avec vous, au lieu de respecter le planning des soins. Et ce matin, elle était en retard de 3 minutes pour votre petit déjeuner. Henri n'en croyait pas ses oreilles. Ses fautes étaient ridicules, mesquines. Madame Chevalier, ces détails me paraissent... Monsieur Beaumont, l'interrompit-elle sèchement, vous n'êtes pas médecin. Vous ne pouvez pas comprendre l'importance de la rigueur dans notre métier. La moindre négligence peut avoir des conséquences dramatiques. Henri sentit la colère monter en lui. Cette femme cherchait manifestement des poux dans la tête d'Élise, et il ne comprenait pas pourquoi. Je souhaite qu'Élise continue à s'occuper de moi, point final. Martine serra les lèvres. Visiblement contrariée par cette résistance inattendue, nous verrons, monsieur Beaumont, nous verrons. Dans le couloir, Martine croisa Élise qui sortait de la chambre de monsieur Dubois, un patient âgé particulièrement difficile. Toledo, dans mon bureau, immédiatement. Élise suivit l'infirmière-chef. Le cœur serré, l'hostilité de Martine à son égard n'était plus un secret pour personne dans la clinique. Depuis son arrivée, elle multipliait les reproches, les remarques acerbes, les critiques injustifiées. Le bureau de Martine ressemblait à un tribunal. Diplômes encadrés au mur, bureau imposant, fauteuil en cuir qui la surplombait. Élise resta debout, les mains croisées. « Asseyez-vous », ordonna Martine d'un ton glacial. « Je préfère rester debout. Merci. Comme vous voulez, Toledo. Votre travail ici pose problème. » Élise sentit ses joues s'empourprer. « En quoi, Madame Chevalier? Vous passez trop de temps avec les patients. Vous créez des liens inappropriés. Vous perturbez l'organisation du service. Je fais mon travail consciencieusement. Les patients apprécient. Les patients apprécient. » Martine ricana. « Ma petite fille, vous confondez établissement de soins et salon de thé. Votre rôle n'est pas de faire du sentiment. » Élise serrait les poings, luttant pour garder son calme. Prendre soin des gens, c'est aussi les écouter, les rassurer. Votre vision romantique du métier va vous causer des problèmes. Toledo, ici, nous soignons des corps, pas des âmes. Le silence s'installa, lourd de tension. Martine feuilletait ostensiblement le dossier d'Élise, cherchant visiblement matière à critique. De plus, votre formation est limitée, votre expérience inexistante. Vous venez d'une école de second rang. Mon diplôme est parfaitement valide. Valide, oui, brillant, c'est autre chose. Nous avons peut-être commis une erreur en vous recrutant. Élise sentit les larmes monter. Cette femme la démolissait méthodiquement, sans raison apparente. Pourquoi tant de haine? Madame Chevalier, si mon travail ne vous convient pas, dites-le clairement, mais cessez ces insinuations. Martine se leva, contournant son bureau pour se planter devant Élise, l'intimidant par sa stature. « Très bien, soyons clairs, hier soir, monsieur Dubois a fait une chute dans sa chambre. Une chute qui aurait pu être évitée si vous aviez correctement vérifié les barrières de sécurité de son lit. » Élise blêmit. « Mais j'ai vérifié, tout était en place quand je suis partie. » Monsieur Dubois prétend le contraire. Et entre sa parole et la vôtre, le choix est vite fait. Il ment. Monsieur Dubois était contrarié parce que je lui avais refusé un somnifère supplémentaire. Il cherche à se venger. Vous accusez maintenant un patient de mensonge. Toledo, vous dépassez les bornes. Élise réalisait avec horreur que le piège se refermait sur elle. Martine avait tout orchestré, monté cette accusation de toutes pièces. Je veux voir monsieur Dubois, l'entendre répéter ces accusations en face. Impossible. Il a été transféré ce matin dans un autre établissement, pour sa sécurité. Quelle coïncidence. Élise comprenait maintenant l'ampleur de la manipulation. Martine avait tout prévu, éliminer les témoins gênants. Madame Chevalier, pourquoi me haïssez-vous à ce point? La question surprit Martine, qui hésita un instant, avant de reprendre son masque de froideur professionnelle. Je ne hais personne, Toledo. Je protège simplement cette clinique de la médiocrité. Médiocrité? Élise se redressa, retrouvant sa fierté. Mes patients me font confiance. Ils vont mieux grâce à mes soins. Comment appelez-vous cela?
De la chance, mais la chance ne dure jamais. Martine retourna s'asseoir, sortant un formulaire de son tiroir. J'ai le regret de vous annoncer votre licenciement immédiat pour faute professionnelle grave. Négligence ayant entraîné un accident, vous avez 1 heure pour vider votre casier et quitter les lieux. Élise resta pétrifiée. 1 heure après 3 mois de travail consciencieux, de dévouement, de nuits passées à veiller des patients inquiets. « C'est injuste », murmura-t-elle. « C'est la vie, ma petite fille. »« Vous apprendrez. » Élise traversa les couloirs comme un zombie, son carton à la main. Les collègues détournèrent le regard. Gênée par cette injustice flagrante mais trop lâche pour protester, elle s'arrêta devant la chambre d'Henri. Comment lui annoncer son départ? Comment lui expliquer cette accusation mensongère? Elle frappa doucement et entra. Henri lisait près de la fenêtre, le visage détendu. Il leva les yeux, et son expression changea instantanément en voyant le carton. « Élise, que se passe-t-il? Je dois partir, monsieur Beaumont. Madame Chevalier m'a licencié. » Henri se leva d'un bond, malgré sa faiblesse cardiaque. « Licencié? Pour quelle raison ?» Élise lui raconta rapidement l'accusation de Martine, la machination autour de monsieur Dubois. Henri écoutait, le visage de plus en plus sombre. « Cette femme est une garce, » gronda-t-il. « Je vais parler au directeur, faire annuler cette décision ridicule. »« Non, » dit doucement Élise. « N'aggravez pas les choses, Madame Chevalier a du pouvoir ici. Et moi, je ne suis personne. » Elle s'approcha du lit d'Henri, posant une main rassurante sur son bras. « Prenez soin de vous, monsieur Beaumont. Votre cœur va mieux, mais il faut continuer les traitements. » Henri la regardait, ému par sa dignité face à l'injustice. Cette fille avait quelque chose de spécial, une force tranquille qui lui rappelait « Élise, avant que vous partiez, pourriez-vous, enfin, cela peut paraître étrange, mais pourriez-vous me dire quelques mots d'encouragement, comme vous le faisiez le soir ?» Élise sourit à travers ses larmes. Elle se pencha vers lui et murmura, comme elle le faisait chaque soir avant de quitter sa chambre, « Lumière, fleurs et vent, monsieur Beaumont, que vos rêves soient doux. » Henri se figea, son visage devint livide, ses mains se mirent à trembler. « Qu'avez-vous dit ?» chuchota-t-il. « Lumière, fleurs et vent, c'est ce que ma mère me disait quand j'étais petite, pour chasser les cauchemars. » Le carton tomba des mains d'Élise. Henri la fixait avec une intensité terrifiante, comme s'il voyait un fantôme. « Lumière, fleurs et vent », répéta-t-il dans un souffle. Le monde venait de basculer. Henri ne pouvait plus respirer. Ces 3 mots résonnaient dans sa tête, comme un écho du passé, comme la voix de sa petite Anaïs qui murmurait son mantra magique avant de s'endormir. Lumière, fleurs et vent. Exactement les mêmes mots, prononcés avec la même douceur. « Attendez !» cria-t-il, quand Élise se dirigea vers la porte. Troublée par sa réaction, elle se retourna, inquiète. Le visage d'Henri était devenu d'une pâleur inquiétante. Ses yeux brillaient d'une émotion qu'elle ne comprenait pas. « Monsieur Beaumont, vous allez bien? Voulez-vous que j'appelle quelqu'un ?»« Non, non, restez, ces mots. Où les avez-vous appris exactement ?» Élise hésita, déconcertée par l'urgence dans sa voix. « Ma mère, Hélène, ma mère adoptive, elle me les disait chaque soir quand j'étais petite. Elle prétendait qu'ils venaient de très loin, d'une époque où j'étais troublée par des cauchemars. » Henri s'assit lourdement sur son lit, le cœur battant. Ce n'était pas possible. « Pas après 25 ans. Quel cauchemar ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je ne me souviens pas vraiment. Maman Hélène disait que j'avais vécu des choses difficiles avant qu'elle me trouve, que j'avais perdu la mémoire. Ces mots m'apaisaient. » La porte s'ouvrit brutalement. Martine Chevalier apparut, le visage fermé. « Toledo, qu'est-ce que vous faites encore ici? Je vous ai donné 1 heure. Elle est largement écoulée. » Henri se leva d'un bond, retrouvant soudain une énergie qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. « Madame Chevalier, j'annule le licenciement de Mademoiselle Toledo. »« Pardon. » Martine écarquilla les yeux. « Monsieur Beaumont, vous n'avez aucune autorité. J'ai l'autorité de celui qui paie les soins les plus chers de cette clinique, » coupa Henri d'une voix glaciale. « Et j'exige que cette jeune femme continue à s'occuper de moi. Mais enfin, elle a commis une faute grave. Prouvez-le, amenez-moi ce monsieur Dubois. » « Que je l'entende de mes propres oreilles. » Martine balbutia,
Prise au dépourvu, il a été transféré pour des raisons médicales. Quelle coïncidence! Rappelez-le immédiatement. C'est impossible. Sa famille a décidé. Alors votre accusation ne tient pas? Henri fit un pas vers Martine. Imposant malgré sa fatigue. Madame Chevalier, soit vous réintégrez mademoiselle Toledo immédiatement, soit j'appelle mon avocat et je fais fermer cette clinique pour harcèlement moral et licenciement abusif. Martine recula. Déstabilisée par cette résistance inattendue, Henri Beaumont venait de révéler une facette de sa personnalité qu'elle n'avait pas soupçonnée, l'homme d'affaires impitoyable qu'il avait été. Nous devons en discuter avec la direction. Vous avez jusqu'à ce soir pour me donner une réponse. Sinon, j'appelle Maître Girard. Martine sortit en claquant la porte. Furieuse d'avoir été prise à son propre piège, Élise regardait Henri avec des yeux ronds. Cet homme qu'elle avait connu fragile et mélancolique venait de se transformer en lion rugissant. « Monsieur Beaumont, pourquoi faites-vous cela pour moi ?» Henri s'assit à nouveau, soudain épuisé par cette explosion d'énergie. « Parce que vous ne méritez pas ce traitement, et parce que... » Il hésita. « Parce que j'ai besoin de vous parler, de ces mots que vous avez prononcés. » Le soir même, Henri était installé dans sa chambre, le téléphone à la main, sa conversation avec Lucien Girard, son fidèle avocat, touchait à sa fin. « Tu comprends, Lucien ?» Ces mots exacts, lumière, fleurs et vent, Anaïs les disait tous les soirs, à l'autre bout du fil. Lucien Girard restait silencieux, avocat de la famille Beaumont depuis 30 ans. Il avait assisté à toutes les recherches après la disparition d'Anaïs. Il connaissait l'obsession d'Henri, sa culpabilité dévorante. « Henri, mon vieux, tu es sûr de toi, après tout ce temps. » Je n'ai jamais été plus sûr de rien. Lucien, cette fille, il y a quelque chose chez elle, sa façon de bouger, de parler, de me regarder, et maintenant ces mots. Lucien soupira. Henri, des milliers de gens peuvent te connaître cette phrase. Ce n'est pas parce que... Non. Henri éleva la voix. Tu ne comprends pas ces mots, Anaïs les avait inventés. Elle me les avait expliqués. La lumière pour voir dans le noir, la fleur pour la beauté, le vent pour emporter les méchants. Personne d'autre ne pouvait les connaître. Un long silence s'installa. Lucien connaissait Henri depuis assez longtemps pour savoir quand il était sérieux. Que veux-tu que je fasse? Enquête sur cette Élise Toledo. Discrètement, sa mère adoptive s'appelait Hélène Toledo. Elle l'a trouvée quand elle était petite, apparemment sans mémoire. Henri, si tu te trompes, et si j'ai raison. Henri ferma les yeux, imaginant l'impossible. Lucien, et si ma fille était vivante pendant ce temps, dans sa petite chambre de bonne au-dessus de la boulangerie du village. Élise n'arrivait pas à dormir. Les événements de la journée tournaient en boucle dans sa tête. L'injustice de Martine, la réaction étrange d'Henri, ces mots qui semblèrent l'avoir bouleversée. Lumière, fleurs et vent, murmura-t-elle dans l'obscurité. Combien de fois Hélène les lui avait-elle répétées? Combien de nuits avait-il chassé ses cauchemars d'enfant? Car oui, elle avait eu des cauchemars, terribles, récurrents, des images floues d'un grand jardin, d'un balanceau qui bougeait tout seul, d'une voix d'homme qui l'appelait. Élise se redressa dans son lit, troublée ces derniers temps. Depuis son arrivée à la clinique, les rêves revenaient. Pas des cauchemars cette fois, plutôt des flashs, des sensations, comme si quelque chose en elle tentait de remonter à la surface. Elle se leva, alluma sa lampe de chevet et sortit de sa commode, la seule photo qu'elle possédait d'Hélène et elle. Prise peu avant la mort de sa mère adoptive, Hélène Toledo, femme simple et aimante, qui avait élevé Élise comme sa propre fille dans leur petite maison de Bourgogne. « Maman », murmura Élise en caressant le verre, « qui étais-je vraiment avant que tu me trouves ?» Hélène n'avait jamais voulu en parler. Le passé, c'est le passé, ma chérie. Ce qui compte, c'est maintenant. Mais parfois, Élise surprenait un regard étrange chez sa mère adoptive, une tristesse qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Un souvenir lui revint soudain. Elle avait 10 ans, peut-être 12. Elle avait trouvé Hélène en larmes dans la cuisine. Un journal à la main. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Hélène avait rapidement replié le journal. « Pour rien, ma puce, juste une histoire triste. » Élise avait entrevu un gros titre. Toujours aucune trace de la petite Anaïs Beaumont. Mais à l'époque, ce nom ne lui disait rien. Beaumont, Henri Beaumont. Élise se figea. Henri, Beaumont,
Ce nom résonnait dans sa tête comme un écho lointain. Pourquoi ne l'avait-elle pas remarqué plus tôt? Elle se précipita sur son ordinateur portable, tapant frénétiquement « Anaïs Beaumont disparition » dans le moteur de recherche. Les résultats s'affichèrent par dizaines. Photos d'une petite fille aux boucles brunes, articles de journaux, témoignages de la famille. Élise cliqua sur la première photo. Son sang se glaça. Cette petite fille, elle lui ressemblait. Pas exactement, mais il y avait quelque chose dans le regard, dans la forme du visage. Anaïs Beaumont, 5 ans, disparue le 15 mai 1999 du domaine familial de Versailles. Les recherches se poursuivent. Élise lut l'article d'une traite, le cœur battant, Henri Beaumont, magnate de l'immobilier, Sylvie Dufresne, son épouse, une petite fille qui jouait dans le jardin et qui avait disparu. Élise avait été trouvée par Hélène en 1999. Elle avait environ 5 ans à l'époque, d'après les médecins. « Non », murmura-t-elle, « ce n'est pas possible. » Mais les coïncidences s'accumulaient, l'âge, l'époque, l'amnésie, et maintenant cette phrase que seule Anaïs Beaumont était censée connaître. Élise continua ses recherches, découvrant d'autres photos. Henri Beaumont, jeune père souriant tenant sa fille dans ses bras. Henri Beaumont lors d'une conférence de presse, le visage ravagé par la douleur. Henri Beaumont des années plus tard, vieilli, brisé, le même homme qui était maintenant son patient, l'homme qu'elle soignait depuis 1 semaine, sans savoir qui il était peut-être. « Papa » chuchota-t-elle à l'écran. Le mot avait franchi ses lèvres sans qu'elle s'en rende compte. « Papa », un mot qu'elle n'avait jamais prononcé, qu'Hélène lui avait appris à ne pas chercher. Élise éteignit l'ordinateur, bouleversée. Tout cela était insensé. Elle était Élise Toledo, fille adoptive d'Hélène Toledo. Elle n'était pas cette petite fille disparue d'une famille riche. Elle n'était pas... Mais alors, pourquoi son cœur battait-il si fort? Pourquoi ces images lui semblaient-elles familières? Pourquoi avait-elle l'impression de reconnaître le regard de cet homme dans les photos? Lumière, fleurs et vent, murmura-t-elle une dernière fois, avant de sombrer dans un sommeil agité. Peuplé de jardins ensoleillés et de voix qui l'appelaient « mon rayon de soleil », Lucien Girard arriva à la clinique le lendemain matin, une mallette de cuir sous le bras et l'expression grave qu'il arborait lors des affaires les plus délicates, à 68 ans. Cet avocat parisien élégant avait traversé toutes les épreuves de la famille Beaumont, des succès financiers au drame personnel. Henri l'attendait dans le petit salon privatif de sa chambre, fébrile d'impatience. « Alors ?» demanda-t-il avant même que Lucien s'assoie. « Henri, assieds-toi d'abord. Ce que j'ai à te dire mérite qu'on prenne le temps. » Lucien sortit un dossier de sa mallette, l'ouvrant avec précaution comme s'il contenait de la nitroglycérine. « J'ai fait quelques recherches préliminaires sur Élise Toledo, et je dois reconnaître que les coïncidences sont troublantes. » Henri se pencha en avant, les mains tremblantes. « Raconte-moi tout. » Hélène Toledo était sage-femme retraitée. Elle vivait seule dans une petite maison près de Beaune, en Bourgogne, veuve, sans enfant, une vie simple, discrète. Lucien marqua une pause, consultant ses notes. En juillet 1999, soit 2 mois après la disparition d'Anaïs, elle s'est présentée à la mairie de son village avec une petite fille d'environ 5 ans. Elle a déclaré l'avoir trouvée errante sur une route secondaire, blessée et souffrant d'amnésie. Henri retenait son souffle. Les autorités ont mené une enquête de routine, bien sûr. Mais à l'époque, les systèmes informatiques n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Pas de recoupement automatique avec les disparitions d'enfants. Et Hélène avait une réputation irréprochable dans la région. Continue. Elle a officiellement adopté la fillette, lui donnant son nom, Élise Toledo. L'enfant ne se souvenait de rien, pas même de son prénom d'origine. Les médecins ont attribué cette amnésie au traumatisme de l'abandon. Henri ferma les yeux, imaginant sa petite Anaïs seule sur une route, blessée, terrorisée. Mais voici le plus étrange. Henri. Lucien baissa la voix. J'ai interrogé discrètement quelques voisins de l'époque. Plusieurs se souviennent qu'Hélène semblait, préparée à cette adoption, comme si elle attendait cet enfant. Que veux-tu dire? 3 semaines avant de trouver Élise. Hélène avait acheté des vêtements d'enfant, aménagé une chambre, acheté des jouets, pour une femme qui vivait seule depuis 15 ans. C'est pour le moins curieux. Henri se leva, arpentant la petite pièce comme un lion en cage. Tu penses qu'elle savait, qu'elle était complice?
ou qu'elle avait été contactée pour accueillir un enfant. Henri, il y a autre chose. Lucien sortit une photocopie Joby de son dossier. Un relevé bancaire d'Hélène Toledo, daté d'août 1999, un virement de 50 000 francs, somme considérable pour une retraitée modeste. L'expéditeur a utilisé un compte offshore, impossible à tracer aujourd'hui. Henri s'immobilisa. 50 000 francs en 1989, c'était le prix du silence, le prix d'une adoption illégale, le prix de la disparition d'une petite fille. Quelqu'un a payé Hélène pour prendre Anaïs, murmura-t-il. C'est une hypothèse, mais Henri, attention. Nous n'avons aucune preuve qu'Élise soit réellement Anaïs. Ces coïncidences peuvent, ces mots, Lucien, lumière, fleurs et vent, personne d'autre ne pouvait les connaître. Lucien hocha la tête, partageant le trouble de son vieil ami. J'ai d'autres recherches en cours, l'analyse des dossiers médicaux d'Élise, la vérification des témoignages de l'époque. Mais Henri, si tes soupçons se confirment, cela soulève une question terrible. Laquelle ? Qui a organisé la disparition d'Anaïs ? Et pourquoi ? Dans sa chambre de la clinique, Élise fixait le plafond depuis l'aube. Elle n'avait pratiquement pas dormi, hantée par les images trouvées sur Internet. Ces photos d'Anaïs Beaumont lui faisaient un effet étrange, comme si elle se regardait dans un miroir déformant. 3 coups discrets à sa porte l'arrachèrent à ses pensées. Entrez. Henri apparut, hésitant, pour la première fois depuis son arrivée. C'était lui qui venait la voir dans sa chambre d'employé. « Monsieur Beaumont, que faites-vous ici ?» Henri regardait autour de lui cette petite pièce spartiate, si différente du luxe dans lequel avait grandi Anaïs, un lit simple, une commode, quelques livres. Sur la table de nuit, une photo encadrée attira son attention. « C'est votre mère adoptive ?» demanda-t-il en désignant le cliché. « Oui, Hélène. » Élise suivit son regard. « Elle est décédée il y a 3 ans, un cancer. » Henri s'approcha de la photo. Hélène Toledo était une femme d'une 60aine d'années, au visage bienveillant mais marqué par une certaine tristesse. Elle tenait Élise par les épaules, toutes deux souriantes devant leur petite maison. « Elle vous aimait » constata Henri. « Énormément. C'était une mère merveilleuse, mais... » Élise hésita, puis se lança. « Monsieur Beaumont, hier soir, j'ai fait des recherches sur Internet, à propos de votre fille disparue. » Henri se raidit, mais ne dit rien. « J'ai vu les photos d'Anaïs. J'ai lu l'histoire de sa disparition, et Elle déglutit difficilement. « Je ne comprends pas pourquoi ces mots vous ont fait un tel effet. » Henri se tourna vers elle, et Élise fut frappée par l'intensité de son regard. Il y avait de l'espoir dans ses yeux gris, mais aussi une peur immense. « Élise, puis-je vous poser quelques questions sur votre enfance, vos premiers souvenirs ?» Elle hocha la tête, troublée par la gravité de sa voix. « Quel est votre premier souvenir ?» Élise ferma les yeux, fouillant dans sa mémoire. « J'avais 5 ou 6 ans, je pense. J'étais dans la cuisine d'Hélène. Elle me préparait du chocolat chaud. Je sortais d'un cauchemar, je crois. Je pleurais. Vous souvenez-vous de ce cauchemar ?» Vaguement, il y avait un grand jardin, très vert, un balançoire qui bougeait toute seule dans le vent, et une voix qui m'appelait, une voix d'homme. Henri dut s'appuyer contre le mur. Le jardin de Versailles, la balançoire qu'il avait installée pour Anaïs sous le grand chêne, sa propre voix l'appelant ce jour fatidique. Comment cette voix vous appelait-elle ? Élise fronça les sourcils, cherchant dans les brumes de sa mémoire. Il m'appelait. Mon rayon de soleil, je crois. Oui, c'est ça, mon rayon de soleil. Henri chancela. Mon rayon de soleil était son surnom pour Anaïs. Personne d'autre ne le savait. Personne. Monsieur Beaumont, vous allez bien ? Élise se précipita vers lui, inquiète de sa pâleur subite. Ces cauchemars, vous en aviez souvent. Pendant des années. Hélène disait que j'avais vécu quelque chose de traumatisant avant qu'elle me trouve, que mon cerveau essayait d'oublier pour me protéger, et elle vous disait « lumière, fleurs et vent » pour vous calmer. Oui, elle prétendait que j'avais murmuré ces mots la première nuit, dans mon délire, que cela semblait m'apaiser. Henri s'assit lourdement sur l'unique chaise de la chambre. Tous les éléments concordaient. L'âge, l'époque, l'amnésie, les mots, les souvenirs fragmentaires, et maintenant ce surnom que seul un père aimant aurait pu inventer. « Élise, dit-il d'une voix tremblante, il faut que vous sachiez quelque chose. Ces mots,
Lumière, fleurs et vent. Ma fille Anaïs les avait inventés. Elle me les avait expliqués. La lumière pour chasser l'obscurité, la fleur pour apporter la beauté, le vent pour emporter les méchants. C'était notre secret, notre rituel du coucher. Élise le fixait, comprenant peu à peu où il voulait en venir. Et mon rayon de soleil? C'était comme ça que j'appelais Anaïs. Uniquement moi, jamais devant personne d'autre. Le silence s'installa, lourd de sous-entendus. Élise sentait son monde vaciller sur ses bases. « Monsieur Beaumont, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ?» Henri la regarda avec une tendresse infinie mêlée d'une douleur terrible. « Je crois, Élise. Je crois que vous êtes ma fille. Je crois que vous êtes Anaïs. » Les mots résonnèrent dans la petite chambre comme un coup de tonnerre. Élise recula, secouant la tête. « Non, non, c'est impossible. Je suis Élise Toledo. Hélène était ma mère. Je ne suis pas... Élise, écoutez-moi. Mon avocat enquête. Il a trouvé des éléments troublants sur votre adoption. Il semblerait qu'Hélène ait été préparée à votre arrivée. Vous mentez. » Élise éclata en sanglots. « Hélène m'aimait. Elle n'aurait jamais participé à un kidnapping. » Henri se leva, voulant la consoler, mais elle recula encore. « Peut-être qu'elle ignorait tout, Élise. Peut-être qu'on lui a fait croire que vous étiez vraiment abandonnée. Peut-être qu'elle a été manipulée, elle aussi. » Élise s'effondra sur son lit, submergée par l'émotion. Toute sa vie, toute son identité remise en question par ces révélations. « Je ne veux pas être Anaïs Beaumont, » sanglota-t-elle. « Je veux être Élise Toledo, la fille d'Hélène. Je veux que ma vie reste simple, normale. » Henri s'agenouilla devant elle, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Ma chérie, si vous êtes vraiment ma fille, alors sachez que je n'ai jamais cessé de vous chercher, pas un seul jour en 25 ans. Et si le destin nous a réunis ici, dans cette clinique, c'est peut-être pour réparer ce qui a été brisé. » Élise leva vers lui des yeux noyés de larmes. « Et si vous vous trompez? Et si je ne suis qu'une fille perdue qui vous ressemble un peu ?» Henri sourit tristement. « Alors j'aurais eu la chance de vous connaître, de recevoir vos soins, votre tendresse. Et cela m'aura redonné goût à la vie. » Dans le couloir, une ombre s'éloignait discrètement. Martine Chevalier avait tout entendu, et son visage exprimait une inquiétude qui n'avait rien de professionnel. 3 jours s'étaient écoulés depuis la révélation d'Henri. Élise continuait ses soins, mais une tension palpable s'était installée entre eux. Chaque geste, chaque parole prenait une dimension nouvelle, chargée de questions non résolues et d'espoirs fragiles. Lucien Girard avait multiplié les déplacements entre Paris et Aix-les-Bains, fouillant dans les archives, interrogeant d'anciens témoins. Ce matin-là, il arriva à la clinique avec un dossier plus épais, le visage grave mais déterminé. « Henri, j'ai du nouveau, et cette fois, c'est du solide. » Ils s'installèrent dans le petit salon, Henri suspendu aux lèvres de son avocat. « J'ai retrouvé Marguerite Dubois, l'ancienne gouvernante de ta famille. Tu te souviens d'elle ?» Henri fronça les sourcils. « Marguerite, bien sûr, elle s'occupait d'Anaïs quand Sylvie et moi étions absents. Elle a démissionné juste après la disparition. » « Exactement. Elle a démissionné et a quitté la région précipitamment. J'ai mis 3 jours à la retrouver. Elle vit maintenant dans une maison de retraite près de Marseille. » Lucien sortit un enregistreur de sa poche. « Henri, je vais te faire écouter quelque chose. Prépare-toi, c'est bouleversant. » Il appuya sur play. La voix chevrotante d'une femme âgée emplit la pièce. « Je savais bien qu'un jour, quelqu'un viendrait me poser ces questions. 25 ans que je porte ce secret. 25 ans que ça me ronge. » Henri reconnut immédiatement la voix de Marguerite, vieillie mais encore empreinte de l'accent du Nord qu'il connaissait bien. Madame Sylvie. Elle était folle de rage quand elle a appris pour le testament. Monsieur Henri avait décidé de léguer une grosse partie de sa fortune directement à la petite Anaïs, à sa majorité. Madame Sylvie hurlait que c'était injuste, qu'elle était l'épouse légitime. Henri blêmit. Il se souvenait effectivement d'avoir modifié son testament quelques mois avant la disparition, voulant assurer l'avenir de sa fille. Un soir, elle m'a fait venir dans son bureau. Elle m'a dit des choses terribles, que la petite serait mieux ailleurs, dans une famille simple qui l'aimerait vraiment, que monsieur Henri était trop obsédé par elle, que ce n'était pas sain. La voix de Marguerite tremblait maintenant. Elle m'a proposé 100 000 francs pour emmener Anaïs en promenade et la confier à une dame qu'elle connaissait, une ancienne sage-femme de Bourgogne qui rêvait d'avoir un enfant. Henri se leva d'un bond,
renversant sa tasse de café. « Cette salope, cette garce l'a fait enlever. » J'ai d'abord refusé. Bien sûr, mais Madame Sylvie, elle savait des choses sur moi. Mon fils avait des dettes de jeu, des gens dangereux le menaçaient. Elle m'a dit qu'elle pouvait tout arranger, sauver mon fils, si j'acceptais de l'aider. Henri s'effondra dans son fauteuil, la tête entre les mains. J'ai cru que ce serait mieux pour la petite. Madame Sylvie m'avait dit que cette dame d'Hélène était veuve, seule, qu'elle donnerait tout son amour à Anaïs, que l'enfant grandirait heureuse, loin des conflits et de l'argent qui empoisonnait la famille. Lucien arrêta l'enregistrement. Il y a encore 20 minutes d'aveux détaillés. Comment elles ont organisé le faux enlèvement. Comment Marguerite a emmené Anaïs en voiture jusqu'en Bourgogne. Comment elle l'a confiée à Hélène Toledo. Henri pleurait maintenant, des larmes de rage et de soulagement mêlées. Ma petite fille, pendant 25 ans, j'ai cru qu'elle était morte. Pendant 25 ans, je me suis reproché de ne pas l'avoir protégée. Henri, il y a autre chose. Marguerite affirme qu'Hélène Toledo ignorait tout de la véritable origine d'Anaïs. Sylvie lui avait fait croire que l'enfant était vraiment abandonné, que sa famille ne la recherchait pas. Henri releva la tête, essuyant ses larmes. Hélène était innocente. D'après Marguerite, oui, c'était une femme bonne qui rêvait d'adopter un enfant depuis des années. Sylvie l'avait contactée par l'intermédiaire d'un réseau clandestin d'adoption. Hélène a payé les frais supposés de l'abandon, sans savoir qu'elle finançait en réalité un kidnapping. Henri serra les poings. Sylvie avait non seulement détruit sa famille, mais elle avait aussi manipulé une femme innocente pour parvenir à ses fins. Où est Sylvie maintenant? Toujours à Paris, elle a refait sa vie avec un diplomate argentin, remarié, fortune considérable, elle se croit intouchable. Nous verrons ça. Henri se leva, retrouvant l'énergie du battant qu'il avait été. Lucien, je veux un test ADN, immédiatement. J'ai déjà contacté un laboratoire, ils peuvent en venir demain matin, en toute discrétion. Et ensuite, Lucien rangea son enregistreur, l'air sombre. Si le test confirme qu'Élise est bien Anaïs, nous aurons toutes les cartes en main pour détruire Sylvie, enlèvement d'enfants, séquestration, faux témoignage. Elle risque 20 ans de prison. Henri hocha la tête, mais soudain, une autre préoccupation l'assaillit. Et Élise, comment va-t-elle réagir en apprenant que sa mère adoptive a été manipulée, que toute sa vie repose sur un mensonge? Il faudra y aller en douceur. Cette fille a déjà subi un traumatisme énorme en perdant ses souvenirs d'enfance. Apprendre la vérité sur son identité risque de la bouleverser. À l'autre bout de la clinique, Élise terminait sa tournée du soir quand Martine Chevalier l'intercepta dans le couloir. « Toledo, dans mon bureau. » Immédiatement, Élise soupira. Depuis sa réintégration forcée, Martine multipliait les convocations, cherchant visiblement un prétexte pour la licencier définitivement. « Oui, Madame Chevalier. » Martine ferma la porte derrière elle, son expression inhabituellement nerveuse. « Toledo, je vais vous poser une question directe. Et j'attends une réponse franche. Que se passe-t-il exactement entre Monsieur Beaumont et vous ?» Élise fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Ne jouez pas les innocentes. Depuis 1 semaine, ce patient monopolise votre attention. Il refuse que d'autres soignants s'occupent de lui. Il a même menacé de faire fermer la clinique pour vous protéger. Je fais simplement mon travail. Votre travail. » Martine ricana. « Votre travail, c'est de prodiguer des soins médicaux, pas de jouer les confesseurs. Or j'ai remarqué que vous passiez des heures à discuter avec lui. » Élise garda le silence, ne sachant que répondre. Comment expliquer cette situation impossible? « Toledo, écoutez-moi bien. » Martine se pencha vers elle, menaçante. « Henri Beaumont est un homme riche et influent, mais c'est aussi un homme fragile, perturbé par la disparition de sa fille, si vous profitez de sa vulnérabilité pour obtenir des avantages. Comment osez-vous » Élise explosa. « Vous m'accusez de manipuler un patient. Je vous mets en garde. Des infirmières ont déjà tenté de séduire des patients fortunés. Cela finit toujours mal, pour elles comme pour les établissements qui les emploient. » Élise recula, dégoûtée par ces insinuations. « Madame Chevalier, mes relations avec Monsieur Beaumont sont strictement professionnelles. Vraiment. Alors pourquoi l'ai-je entendu vous appeler ma chérie l'autre jour ?» Élise pâlit. Martine les avait espionnés. Avait-elle entendu leur conversation sur Anaïs Beaumont? C'est un malentendu. Un malentendu qui pourrait vous coûter votre licence professionnelle, Toledo.
et à moi ma réputation. Martine contourna son bureau. S'approchant dangereusement d'Élise, « Alors voici ce qui va se passer. Vous allez prendre vos distances avec M. Beaumont, vous limiterez vos visites au strict nécessaire médical, et surtout, vous cesserez ces conversations privées qui dépassent largement le cadre de votre fonction. Et si je refuse, alors je contacterai l'ordre des infirmiers pour signaler votre comportement inapproprié. Même si M. Beaumont vous protège, un scandale de ce type ruinerait définitivement votre carrière. » Élise serra les dents. Cette femme était diabolique, utilisant la situation pour la manipuler. « Je vais réfléchir à vos conseils. Vous avez jusqu'à demain pour me donner votre réponse. Et Toledo, oui, si jamais j'apprends que vous avez rapporté cette conversation à M. Beaumont, les conséquences seront immédiates. » Élise sortit du bureau, tremblante de colère et d'inquiétude. Martine avait touché juste. Elle développait effectivement des sentiments particuliers pour Henri. Pas romantique, mais quelque chose de plus profond, de plus troublant, cette sensation de familiarité, cette tendresse instinctive qu'elle ressentait en sa présence. Et si Henri avait raison, si elle était vraiment Anaïs Beaumont, comment réagirait-elle en découvrant que sa vie entière était fondée sur un mensonge, même innocent? Cette nuit-là, Élise rêva encore du grand jardin. Mais cette fois, l'homme qui l'appelait avait un visage. Le visage d'Henri Beaumont, plus jeune, souriant, les bras tendus vers elle. « Viens, mon rayon de soleil. Papa est là. » Elle se réveilla en pleurs, le cœur battant. Avec la certitude terrifiante que ses rêves n'en étaient peut-être pas, le laboratoire d'analyse médicale avait envoyé son technicien le plus discret. À 9 heures précises, un homme en blouse blanche frappa à la porte d'Henri, une mallette stérilisée à la main. « Monsieur Beaumont, docteur Lemaire, laboratoire biotech. Nous venons pour les prélèvements. » Henri hocha la tête, les mains moites. 25 ans d'attente allaient se résumer à quelques tubes de sang et des résultats informatiques. Mademoiselle Toledo devrait arriver d'une minute à l'autre. Élise avait accepté le test après une nuit d'insomnie. Pas par conviction, mais par besoin de mettre fin à cette incertitude qui la rongeait. Elle frappa timidement avant d'entrer, évitant le regard d'Henri. « Bonjour, Monsieur Beaumont. » Sa froideur nouvelle ne lui échappa pas. Depuis la veille, elle gardait ses distances, se contentant des soins strictement nécessaires. Henri devinait que Martine y était pour quelque chose. Le prélèvement fut rapide et silencieux. Quelques tubes étiquetés, un formulaire signé, et le technicien repartit avec les échantillons qui détermineraient leur avenir. « Les résultats seront disponibles dans 48 heures, » annonça-t-il, avant de partir. Un silence pesant s'installa entre Henri et Élise. 48 heures pour savoir si leur vie allait basculer définitivement. « Élise » commença Henri. « Je dois y aller » coupa-t-elle. « D'autres patients m'attendent. » Elle se dirigea vers la porte. Mais Henri la retint. « Qu'est-ce qui a changé? Hier encore, nous discutions librement. Aujourd'hui, vous me fuyez. » Élise hésita, tentée de lui raconter sa confrontation avec Martine. Mais les menaces de l'infirmière-chef résonnaient encore dans sa tête. Rien n'a changé. J'essaie simplement de garder mes distances, professionnellement parlant. Henri la scrutait, devinant qu'elle lui cachait quelque chose. Élise, quoi qu'il arrive avec ce test, vous devez savoir que... La porte s'ouvrit brutalement. Sylvie Dufresne apparut sur le seuil, élégante comme toujours dans son tailleur Chanel, mais le visage tendu par une colère froide. « Henri, il faut qu'on parle. » Élise recula, saisie par l'aura glaciale de cette femme. À 58 ans, Sylvie avait conservé sa beauté hautaine, ses cheveux blonds parfaitement coiffés encadrant un visage aux traits aristocratiques, mais ses yeux bleus brillaient d'une dureté que les années n'avaient fait qu'accentuer. « Sylvie, » Henri n'en croyait pas ses yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je pourrais te retourner la question. » Elle balaya la chambre du regard, avant de fixer Élise avec mépris. « On m'a dit que tu t'étais attachée à une petite infirmière. » Henri sentit le danger. Sylvie n'était pas venue par hasard. Quelqu'un l'avait prévenue de ses investigations. « Élise, pourriez-vous nous laisser, s'il vous plaît ?» Élise hocha la tête, troublée par la tension palpable entre les ex-époux. En passant près de Sylvie, elle eut la désagréable impression d'être jaugée, analysée comme un insecte sous un microscope. « Charmante !» murmura Sylvie quand la porte se referma. « Un peu jeune pour toi, non ?» Henri ne releva pas la provocation. « Sylvie, que veux-tu »
Elle s'installa dans le fauteuil qu'occupait habituellement Élise, croisant élégamment les jambes. « Henri, mon pauvre Henri, tu ne changeras donc jamais. De quoi parles-tu? De cette obsession malsaine pour notre fille disparue. 25 ans, Henri. 25 ans que tu t'enterres vivant avec un fantôme. » Henri serra les poings. Cette femme avait un don pour appuyer exactement où ça faisait mal. Anaïs n'était pas un fantôme. C'était notre fille. Était, exactement, elle est morte, Henri. Depuis longtemps. Et toi, au lieu de refaire ta vie, tu t'accroches à des chimères. Sylvie se pencha vers lui, faussement compatissante. Cette petite infirmière te fait penser à elle, c'est ça? Tu projettes tes fantasmes de père sur une inconnue. Tais-toi. Henri, écoute-moi. Je sais que tu souffres encore. Moi aussi. J'ai souffert de perdre Anaïs. Mais on ne peut pas vivre éternellement dans le passé. Elle mentait avec un aplomb consommé, et Henri admirait presque cette capacité à inverser les rôles. Sylvie, l'orchestratrice du drame, qui venait maintenant jouer les mères éplorées. « Que sais-tu exactement de mes investigations ?» demanda-t-il prudemment. Sylvie sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Henri, tu ne peux rien me cacher. Nous avons été mariés 15 ans. Je connais tes manies, tes obsessions. Dès que Lucien Girard s'est mis à poser des questions sur d'anciennes gouvernantes, j'ai compris que tu replongeais dans tes délires. » Elle se leva, arpentant la chambre avec cette grâce félina qu'Henri avait autrefois admirée. Marguerite Dubois, par exemple, pauvre femme, l'âge l'a rendue confuse. Elle raconte n'importe quoi à qui veut l'entendre. Tu ne vas quand même pas prendre au sérieux les divagations d'une vieille dame sénile. Henri réalisa avec effroi que Sylvie était parfaitement au courant des aveux de Marguerite. Cela signifiait qu'elle surveillait ses moindres gestes, qu'elle avait des informateurs. Marguerite avait l'air très lucide au téléphone. « Henri ?» Sylvie s'approcha de lui, posant une main sur son épaule, dans un geste de fausse tendresse. « Tu sais combien j'ai aimé Anaïs. Tu sais combien sa disparition m'a détruite. Tu ne peux pas croire que j'aurais pu lui faire du mal. » Henri se dégagea brusquement. « Non, Sylvie, tu ne lui as pas fait du mal. Tu l'as juste vendue au plus offrant. » Le masque de Sylvie tomba un instant, révélant la femme froide et calculatrice qu'elle était vraiment. « Tu délires, complètement. Vraiment. Alors explique-moi ces 100 000 francs versés à Marguerite le mois suivant la disparition d'Anaïs. Explique-moi ce virement sur le compte d'Hélène Toledo. Explique-moi pourquoi cette femme avait préparé une chambre d'enfant 3 semaines avant de trouver Élise. » Sylvie blêmit, mais reprit rapidement contenance. « Des coïncidences, des suppositions, tu n'as aucune preuve. Nous verrons ça dans 48 heures. » 48 heures. Henri eut la satisfaction de voir l'inquiétude percer dans le regard de Sylvie. « Le test ADN, ma chère, pour déterminer si Élise est vraiment notre fille. » Sylvie resta silencieuse un long moment, digérant cette information, puis elle éclata d'un rire strident. « Un test ADN. Henri, tu es vraiment tombé bien bas. Cette petite manipulatrice t'a fait croire qu'elle était Anaïs pour mettre la main sur ta fortune. Élise ignore tout de mes soupçons concernant son identité. Bien sûr. Et moi? Je suis la reine d'Angleterre. » Sylvie retrouvait son arrogance habituelle. « Henri, cette fille t'a repéré dès ton arrivée. Elle a fait ses recherches, découvert ton histoire, et maintenant, elle joue la comédie pour t'attendrir. » Henri secoua la tête. Sylvie essayait de le manipuler, de semer le doute dans son esprit. « Tu te trompes, Élise est sincère. »« Sincère ?» Sylvie ricana. « Henri, regarde-toi. Tu es un homme riche, seul, vulnérable. Tu représentes le jackpot pour une petite infirmière ambitieuse. » Elle s'approcha à nouveau, baissant la voix pour prendre un ton conspirateur. « Henri, même si cette fille était vraiment Anaïs, ce qui est rigoureusement impossible, que crois-tu qu'il arriverait? Tu penses pouvoir rattraper 25 ans de séparation? Tu penses qu'une adulte va soudain t'appeler papa et se jeter dans tes bras? » Ces mots atteignirent leur cible. Henri avait effectivement peur de cette éventualité. Comment reconstruire une relation père-fille avec une femme de 30 ans qui avait grandi sans lui? La famille, Henri, ça se construit au quotidien, pas avec des tests ADN et des révélations dramatiques. Sylvie marqua une pause, savourant son effet. Et puis il y a un détail que tu sembles oublier. Si cette fille était vraiment Anaïs, cela signifierait qu'elle a été élevée dans le mensonge pendant 25 ans. Comment réagirait-elle en découvrant que toute sa vie est une imposture, que sa mère adorée était complice d'un kidnapping?
Henri vacilla. Il n'avait pas pensé à cet aspect. Élise vénérait la mémoire d'Hélène. Apprendre que sa mère adoptive avait participé, même inconsciemment, à son enlèvement la détruirait. Tu vois, Sylvie triomphait. Tu n'as pas pensé aux conséquences, comme toujours. Tu fonces tête baissée sans réfléchir aux dégâts collatéraux. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Henri, je vais te donner un conseil d'ami. Oublie cette histoire. Laisse cette fille tranquille et essaie enfin de tourner la page sur Anaïs. Et si je refuse? Sylvie sourit, retrouvant toute sa froideur. Alors tu découvriras que certaines vérités sont plus destructrices que certains mensonges. Et tu regretteras de ne pas m'avoir écouté. Elle sortit, laissant Henri seul avec ses doutes et ses craintes, pour la première fois depuis des jours. Il se demandait s'il avait le droit de bouleverser la vie d'Élise au nom d'une vérité qui risquait de la détruire. Dans le couloir, Sylvie sortit son téléphone portable. « C'est moi. Oui, il a fait un test ADN. Non, il faut agir maintenant. Je me fiche des conséquences. Cette fille ne doit jamais découvrir qui elle est vraiment. » Les 48 heures s'étaient écoulées comme une éternité. Henri n'avait pratiquement pas dormi, tournant et retournant dans sa tête les paroles de Sylvie. Et si elle avait raison, et si cette vérité qu'il cherchait désespérément allait détruire Élise, Lucien Girard arriva à 10 heures précises. Une enveloppe scellée à la main. Son expression était solennelle, presque grave. « Henri, es-tu sûr de vouloir connaître le résultat, une fois que nous aurons ouvert cette enveloppe? Il n'y aura plus de retour en arrière possible. » Henri hocha la tête, les mains tremblantes. « J'ai besoin de savoir, Lucien. Après 25 ans, j'ai le droit de savoir. » Lucien brisa le sceau et déplia lentement le document. Ses yeux parcoururent les lignes de chiffres et de pourcentages avant de se poser sur Henri. « Henri, c'est positif. Élise Toledo est bien Anaïs Beaumont. Probabilité de paternité, 99,99%. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri se laissa tomber dans son fauteuil, submergé par un mélange d'émotions pures. Sa fille, sa petite Anaïs était vivante, là, dans cette clinique, depuis des semaines. « Ma fille, murmura-t-il, les larmes aux yeux. Ma petite fille est vivante. » Lucien s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de son vieil ami. « Henri, maintenant il faut réfléchir à la suite. Comment allons-nous annoncer la nouvelle à Élise? Et comment allons-nous gérer Sylvie ?» Avant qu'Henri puisse répondre. La porte s'ouvrit brutalement. Sylvie entra comme une furie, suivie de près par Martine Chevalier qui semblait terrifiée. « Je vous avais dit de m'appeler dès que les résultats arriveraient », cracha Sylvie à l'adresse de Martine. Henri comprit instantanément. Martine était l'informatrice de Sylvie depuis le début. L'infirmière chef avait espionné ses conversations, rapporté ses moindres gestes à son ex-épouse. « Sylvie, sors d'ici immédiatement. »« Oh non, Henri. Cette fois, nous allons avoir cette conversation jusqu'au bout. » Sylvie s'empara du document que Lucien tentait de dissimuler. « Alors, qu'est-ce que ça dit, ce fameux test ?» Lucien tenta de récupérer le papier, mais Sylvie l'écarta d'un geste brusque. Ses yeux parcoururent rapidement le résultat, et son visage devint livide. « Merde !» siffla-t-elle entre ses dents. « Surprise, ma chère ex-épouse. » Henri se leva, retrouvant toute sa prestance. « Tu pensais vraiment que ton petit complot resterait secret éternellement ?» Sylvie froissa le document. Son masque de respectabilité tombant définitivement. « Henri, tu ne comprends pas les conséquences de ce que tu fais. Au contraire, je les comprends parfaitement. Tu vas aller en prison pour enlèvement d'enfants et Anaïs va enfin rentrer chez elle. » Sylvie éclata d'un rire hystérique. « Chez elle. Henri, réveille-toi. Cette fille n'est plus Anaïs depuis 25 ans. Elle s'appelle Élise. Elle a construit sa vie ailleurs, avec d'autres souvenirs. Des souvenirs que tu lui as volés. Je lui ai offert une vie normale, sans la pression d'un père obsessionnel, sans l'étouffement de la richesse, sans les attentes impossibles d'un empire à reprendre. Henri avança vers elle, la rage au ventre. Tu lui as volé son enfance. Tu m'as volé ma fille. Tu nous as fait vivre un enfer pendant 25 ans. Un enfer, Sylvie ricana. Henri, regarde les faits. Anaïs a été élevée par une femme aimante qui lui a donné tout son amour. Elle a grandi dans la simplicité. Elle a appris l'empathie, la compassion. Elle est devenue infirmière. Elle consacre sa vie à soigner les autres.
Sylvie marqua une pause, reprenant son souffle. Dis-moi sincèrement, si elle était restée avec nous, serait-elle devenue cette femme formidable, ou aurait-elle fini comme toutes ses héritières gâtées, égoïste et superficielle? Henri vacilla, malgré sa haine pour Sylvie. Il ne pouvait nier qu'Élise était effectivement devenue une femme exceptionnelle. Cela ne justifie pas ce que tu as fait. Non, admit Sylvie, mais cela explique pourquoi je l'ai fait. Lucien, qui avait assisté à cet échange en silence, prit enfin la parole. Sylvie, quel que soit de vos motivations, vous avez commis un crime. Anaïs avait le droit de grandir avec son père. Henri avait le droit de voir sa fille grandir. Et maintenant, Sylvie se tourna vers Henri. Que vas-tu faire? Lui annoncer brutalement qu'elle est la fille d'un milliardaire. Lui expliquer que sa mère adorée était complice d'un kidnapping. Détruire en quelques minutes tout ce en quoi elle croit. Henri hésita. Ces questions le hantaient depuis 48 heures. Elle a le droit de savoir. Le droit de savoir. Sylvie s'approcha dangereusement. Henri, cette fille vient de perdre sa mère adoptive il y a 3 ans. Elle pleure encore, Hélène. Tu vas lui apprendre que cette femme qu'elle vénère a participé à son enlèvement. Hélène était innocente. Tu l'as manipulée. Tu crois qu'Élise verra les choses ainsi? Tu crois qu'elle pardonnera à Hélène de lui avoir caché la vérité pendant 25 ans? Martine, qui était restée silencieuse dans un coin, osa enfin intervenir. Madame Dufresne a raison, Monsieur Beaumont. Cette révélation détruirait Élise. Elle a déjà du mal à supporter la mort d'Hélène, apprendre que toute sa vie était un mensonge. Personne ne vous a demandé votre avis, explosa Henri. Vous qui avez espionné pour le compte de cette criminelle? Martine recula, terrifiée par la colère d'Henri. Je voulais juste protéger la clinique. Madame Dufresne menaçait de révéler des irrégularités dans nos comptes. Si, taisez-vous, ordonna Sylvie. Vous en avez déjà trop dit. Henri réalisa soudain l'ampleur de la corruption. Sylvie avait acheté le silence de Martine en la faisant chanter. Lucien, ajoute corruption et chantage à la liste des chefs d'accusation. Sylvie comprit que la situation lui échappait. Elle changea de tactique, adoptant un ton plus doux, presque suppliant. Henri, réfléchis, si tu révèles la vérité, que va-t-il se passer? Élise va découvrir qu'elle est une héritière. Sa vie va être bouleversée. Les médias vont s'emparer de l'histoire. Elle va être harcelée, poursuivie par les journalistes, les opportunistes. Elle marqua une pause, laissant ses mots faire effet. Elle qui aime la simplicité, le contact humain authentique. Elle va se retrouver prisonnière d'une cage dorée, comme toi, Henri, comme tu l'as été toute ta vie. Henri sentait le doute s'insinuer à nouveau dans son esprit. Sylvie savait parfaitement appuyer là où ça faisait mal. Et puis, continua-t-elle, il y a autre chose que tu n'as pas considéré. Élise travaille ici par vocation. Elle gagne modestement sa vie, mais elle est fière de son travail. Si elle hérite de ta fortune, comment réagira-t-elle? Comment vivra-t-elle avec cette culpabilité? Quelle culpabilité? Celle de ne pas avoir mérité cette richesse, celle d'avoir été épargnée par la pauvreté grâce à un crime, celle de devoir sa fortune au malheur de son père. Sylvie s'approcha encore, baissant la voix. Henri, tu as le choix. Tu peux détruire la vie de cette fille au nom d'une vérité qui ne changera rien au passé, ou tu peux la laisser vivre heureuse, dans l'ignorance certes, mais dans l'épanouissement. Henri ferma les yeux, déchiré entre son désir égoïste de retrouver sa fille et l'amour qu'il lui portait déjà. Et toi, qu'est-ce que tu y gagnes si je me tais? Sylvie sourit, retrouvant son assurance. Moi, je garde ma liberté, évidemment, mais toi, Henri, tu gagnes quelque chose de plus précieux. Quoi donc? La possibilité de rester proche d'elle sans la détruire. Tu peux continuer à la voir, à la choyer, à être présent dans sa vie. Pas comme son père, mais comme un ami, un protecteur. Henri ouvrit les yeux, fixant Sylvie avec intensité. Tu me demandes de renoncer à ma fille une seconde fois. Je te demande de la protéger, comme tu aurais dû le faire il y a 25 ans. Le coup porta. Henri sentit toute sa colère retomber, remplacée par une immense lassitude. Sors d'ici, Sylvie. Emmène ta complice avec toi. J'ai besoin de réfléchir. Sylvie hocha la tête, satisfaite d'avoir semé le doute. Elle se dirigea vers la sortie, suivie de Martine qui n'osait plus croiser le regard d'Henri. « Henri, dit-elle depuis le seuil, quoi que tu décides, souviens-toi qu'Élise est heureuse maintenant.
Ne détruis pas ce bonheur au nom du tien. » Elles sortirent, laissant Henri et Lucien seuls avec le poids de cette révélation qui changeait tout et rien à la fois. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda doucement Lucien. Henri regarda par la fenêtre, apercevant Élise qui se promenait dans le jardin de la clinique, un livre à la main, le visage serein. « Je ne sais pas, Lucien. Pour la première fois de ma vie, je ne sais vraiment pas. » 3 jours s'étaient écoulés depuis la révélation du test ADN. Henri oscillait entre euphorie et angoisse, incapable de décider s'il devait révéler la vérité à Élise ou respecter l'équilibre fragile de sa vie actuelle. Chaque fois qu'elle entrait dans sa chambre, il scrutait son visage, cherchant des traces d'Anaïs dans ses traits adultes. « Votre tension est un peu élevée ce matin », constata Élise en rangeant son tensiomètre. « Vous dormez mal », Henri hocha la tête. Comment dormir quand on vient de retrouver sa fille après 25 ans de recherche? « Élise, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle leva les yeux, surprise par le ton hésitant d'Henri. « Bien sûr. Êtes-vous heureuse, je veux dire, dans votre vie, votre travail, vos projets d'avenir ?» Élise fronça les sourcils, déconcertée par cette question inattendue. « C'est une drôle de question. Pourquoi me demandez-vous cela? Simple curiosité. Vous m'avez tellement apporté depuis mon arrivée ici. J'aimerais savoir si vous réalisez à quel point vous êtes précieuse. » Le compliment fit rougir Élise. Depuis quelques jours, Henri la regardait différemment, avec une intensité nouvelle qui la troublait. « Je suis heureuse. Oui, j'aime mon métier, même si parfois c'est difficile. J'aime aider les gens, les voir aller mieux grâce aux soins qu'on leur prodigue. Et votre famille? » Des projets de mariage, d'enfants. Élise rit doucement. « Monsieur Beaumont, vous devenez bien curieux. Non, pas de projets matrimoniaux à l'horizon. Depuis la mort d'Hélène, je me consacre entièrement à mon travail. C'est ma façon de lui rendre hommage. » Henri sentit son cœur se serrer. Sa fille vivait seule, sans attache, dédiée à une mission qu'elle s'était imposée en mémoire de sa mère adoptive. Hélène était quelqu'un d'exceptionnel. « La meilleure des mères », répondit Élise avec émotion. « Elle m'a tout donné, son amour, son temps, ses économies pour mes études. Je ne serais rien sans elle. » Henri ferma les yeux. Comment révéler à cette jeune femme que sa mère vénérée avait été manipulée, utilisée dans un enlèvement? Comment détruire cette image parfaite qu'elle gardait d'Hélène? « Monsieur Beaumont, vous allez bien? Vous êtes très pâle. »« Ça va, juste un peu de fatigue. » Élise s'approcha, posant instinctivement une main sur son front pour vérifier s'il avait de la fièvre. Ce geste tendre, si naturel, bouleversa Henri. C'était exactement ce qu'Anaïs faisait enfant quand elle s'inquiétait pour lui. « Élise » commença-t-il. La porte s'ouvrit violemment. Martine Chevalier entra, le visage fermé, suivi de 2 hommes en costume sombre. « Mademoiselle Toledo, veuillez nous suivre immédiatement. » Élise recula. Surprise par l'agressivité de Martine, « Que se passe-t-il ?»« Inspection de l'ordre des infirmiers » annonça l'un des hommes. « Nous avons reçu des signalements concernant votre comportement professionnel. » Henri se leva d'un bond, malgré sa faiblesse. « Quel signalement ? Monsieur Beaumont, ceci ne vous concerne pas. » coupa Martine sèchement. « Toledo, ces messieurs vont vous poser quelques questions. Je vous conseille de répondre avec sincérité. » Élise regarda Henri avec incompréhension. Il lisait la peur dans ses yeux verts, cette même peur qu'avait ressentie la petite Anaïs quand elle se perdait dans les grands magasins. « Mademoiselle Toledo, » commença le premier inspecteur, « il nous a été rapporté que vous entreteniez des relations inappropriées avec certains patients. »« C'est faux, » protesta Élise. « Je fais mon travail consciencieusement. Nous avons des témoignages selon lesquels vous passeriez des heures entières en compagnie de Monsieur Beaumont, discutant de sujets privés sans rapport avec les soins médicaux. » Henri comprit immédiatement. Sylvie ne s'était pas contentée de le menacer. Elle passait aux actes, utilisant ses relations pour détruire la carrière d'Élise. « Messieurs, » intervint Henri, « Mademoiselle Toledo n'a jamais eu un comportement déplacé. Nos conversations portaient sur... » « Monsieur Beaumont, » l'interrompit le second inspecteur, « nous vous demandons de ne pas vous mêler de cette enquête. Votre attachement particulier à cette infirmière fait justement partie de nos préoccupations. » Élise pâlit. Elle comprenait maintenant où cette mascarade voulait en venir. « Vous m'accusez de manipuler un patient? Nous enquêtons sur cette possibilité. » « Oui. » Martine sortit un dossier de sa mallette,
l'ouvrant avec un air dramatiquement grave. « Messieurs, voici mes observations. Dès son arrivée, Mademoiselle Toledo a monopolisé l'attention de Monsieur Beaumont. Elle a refusé qu'autre soignant s'occupe de lui. Elle a passé des heures dans sa chambre, bien au-delà des nécessités médicales. C'est de la calomnie, s'emporta Henri. Cette femme ment. De plus, continua Martine sans tenir compte de l'interruption. J'ai moi-même surpris des conversations privées où Monsieur Beaumont appelait Mademoiselle Toledo ma chérie, un vocabulaire pour le moins. Familier, Élise sentit le piège se refermer sur elle. Chaque élément, sorti de son contexte, pouvait effectivement paraître suspect. « Messieurs, laissez-moi vous expliquer. Mademoiselle Toledo, coupa le premier inspecteur. Nous devons également aborder la question de vos antécédents familiaux. » Élise fronça les sourcils. « Mes antécédents. Votre mère adoptive, Hélène Toledo. Il semblerait qu'elle ait eu des difficultés avec la justice par le passé. » Henri sentit le sang se glacer dans ses veines. Jusqu'où Sylvie était-elle prête à aller? « Qu'est-ce que vous insinuez ?» demanda Élise d'une voix tremblante. Le second inspecteur sortit un document de sa sacoche. « Adoption irrégulière, faux témoignages, corruption. Votre mère adoptive était impliquée dans un réseau d'adoption illégale. »« Non !» cria Élise. « Hélène était une femme intègre. Elle m'a sauvée. »« Sauvée ou achetée ?» demanda cruellement l'inspecteur. « Mademoiselle Toledo, il semblerait que votre passé familial vous ait habitué à certaines pratiques douteuses. » Henri n'y tenait plus. Ces hommes détruisèrent de sa fille sous ses yeux, salissant la mémoire d'Hélène avec des mensonges orchestrés par Sylvie. « Sortez d'ici, immédiatement. »« Monsieur Beaumont, nous faisons notre travail. »« Votre travail, vous êtes des pantins manipulés par mon ex-épouse. »« Cette enquête est bidon. » Les deux inspecteurs échangèrent un regard gêné. L'un d'eux referma son dossier. « Monsieur Beaumont, nous ignorons de quoi vous parlez. Nous enquêtons sur la base de signalements officiels. Signalements payés par Sylvie Dufresne. Elle veut détruire cette jeune femme pour... » Henri s'arrêta net. Il était sur le point de révéler la vérité sur Élise, mais c'était exactement ce que Sylvie voulait éviter. « Pourquoi, monsieur Beaumont ?» insista l'inspecteur. Henri regarda Élise, qui le fixait avec des yeux pleins d'incompréhension et de douleur. Comment lui expliquer sans tout révéler? Pour se venger de moi. Mademoiselle Toledo n'est qu'un prétexte. Martine souriait discrètement, satisfaite de voir son plan fonctionner. « Messieurs, dit-elle, je crois que nous en avons assez entendu. Le comportement de monsieur Beaumont confirme nos soupçons sur l'influence exercée par Mademoiselle Toledo. »« C'est décidé, » annonça le premier inspecteur. « Mademoiselle Toledo, votre licence professionnelle est suspendue pendant notre enquête. Vous avez interdiction d'exercer jusqu'à nouvel ordre. » Élise s'effondra sur une chaise, anéantie. Sa carrière, sa vocation, tout ce pourquoi elle avait travaillé venait d'être détruit en quelques minutes. Et mes patients? Qui va s'occuper d'eux? D'autres infirmières plus professionnelles, répondit Martine avec satisfaction. Henri serra les poings, fou de rage. Sylvie avait gagné cette manche, utilisant la bureaucratie pour séparer Élise de lui. « Élise, dit-il doucement, ceci n'est qu'un contretemps. Nous allons nous battre. Faire appel? Non, murmura-t-elle en se levant. Non, monsieur Beaumont, je comprends maintenant. Que comprenez-vous? Que ma présence vous cause des problèmes? Que je n'aurais jamais dû? Sa voix se brisa. Je vais partir, quitter Aix-les-Bains, recommencer ailleurs. Élise, non, vous n'avez rien fait de mal. Si j'étais restée à ma place, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Prenez soin de vous, monsieur Beaumont, et oubliez-moi. Henri voulut la retenir, mais elle était déjà partie, dans le couloir. Sa silhouette disparut, emportant avec elle le cœur brisé d'un père qui venait de perdre sa fille une seconde fois. Martine et les deux inspecteurs quittèrent la chambre, satisfaits de leur œuvre. Henri resta seul, réalisant que Sylvie avait parfaitement calculé son coup, en s'attaquant à la carrière d'Élise. Elle l'obligeait soit à révéler la vérité pour la protéger, soit à la laisser partir pour lui éviter d'autres ennuis. Dans les deux cas, Sylvie gagnait, Élise n'avait pas dormi de la nuit. Dans sa petite chambre au-dessus de la boulangerie, elle avait préparé ses affaires, rassemblé ses économies, écrit sa lettre de démission. À l'aube, elle partirait pour Lyon, où une amie infirmière lui avait parlé d'un poste dans un hospice. Loin d'Aix-les-Bains, loin d'Henri,
loin de cette histoire incompréhensible qui avait détruit sa carrière. Mais d'abord, elle avait une dernière bataille à mener. À 9 heures précises, Élise poussa les portes de la clinique et se dirigea vers l'amphithéâtre où se tenait la réunion mensuelle du personnel. Tous les soignants étaient présents, ainsi que la direction et quelques patients valides. Henri était là aussi, dans son fauteuil roulant, le visage marqué par l'inquiétude. Martine Chevalier présidait la séance depuis l'estrade, exposant les nouvelles procédures de la clinique avec son arrogance habituelle. Elle s'interrompit en voyant Élise entrer. « Mademoiselle Toledo, que faites-vous ici, votre suspension ?»« Justement, Madame Chevalier, je viens réclamer une audience publique, comme le stipule notre règlement intérieur. Article 47. » Un murmure parcourut l'assemblée. Martine pâlit, prise au dépourvu. « Une audience. Mais enfin, de quoi parlez-vous » Élise s'avança vers l'estrade, sortant un exemplaire du règlement de sa poche. Article 47. Tout employé suspendu ou licencié peut demander une audience publique devant ses pairs pour présenter sa défense. C'est mon droit le plus strict. Henri sourit malgré sa tristesse. Sa fille avait du caractère. Elle ne se laisserait pas abattre sans se battre. Cette procédure n'est plus d'actualité, bafouilla Martine. L'enquête de l'ordre des infirmiers? L'enquête de l'ordre concerne ma licence professionnelle. Votre accusation de négligence concerne mon travail ici. Deux choses différentes. Élise se tourna vers l'assistance, parlant d'une voix claire et ferme. Mes collègues, patients, direction, j'ai été accusée de négligence et de manipulation. Ces accusations ruinent ma réputation et ma carrière. J'ai le droit de me défendre publiquement. Dr Martineau, le directeur médical. Tout sauta nerveusement. Mademoiselle Toledo, cette procédure est inhabituelle, mais légale, insista Élise. Docteur Martineau, vous connaissez le règlement aussi bien que moi. Le directeur consulta Martine du regard, qui lui fit discrètement signe de refuser. Mais Henri intervint soudain. Docteur Martineau, si vous refusez cette audience, j'en conclurai que cette clinique n'a rien à cacher. Dans le cas contraire, je considérerai qu'il y a effectivement eu manipulation, de votre part. La menace était claire. Henri Beaumont représentait un revenu considérable pour l'établissement. Dr Martineau n'avait pas le choix. Très bien, mademoiselle Toledo. Vous avez 15 minutes. Élise monta sur l'estrade. Face à cette assemblée qui allait décider de son avenir professionnel, elle croisa le regard d'Henri, qui lui adressa un sourire d'encouragement. « Mes chers collègues, je suis accusée d'avoir été négligente avec Monsieur Dubois, provoquant sa chute. Pourtant, aucun d'entre vous n'a été témoin de cette négligence supposée. » Elle marqua une pause, laissant ses mots faire effet. « Monsieur Dubois a été transféré le lendemain de l'incident, avant même que je puisse présenter ma défense. Commode, non. Le seul témoin à charge disparaît avant d'être confronté à mes arguments. » Quelques murmures approbateurs s'élevèrent dans l'assistance. Martine s'agitait sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. De plus, j'aimerais rappeler à Madame Chevalier qu'elle n'était pas présente le soir de l'incident. Comment peut-elle affirmer que j'ai été négligente? J'ai les témoignages, commença Martine. Le témoignage de qui? De Monsieur Dubois, qui réclamait des somnifères supplémentaires que j'avais refusés, d'un homme contrarié qui cherchait à se venger. Élise se tourna vers ses collègues. Combien d'entre vous ont déjà essuyé les colères de Monsieur Dubois quand on lui refusait quelque chose? Levez la main. Presque tous les soignants levèrent la main. Y compris quelques médecins, Monsieur Dubois était connu pour ses caprices et ses menaces. Voilà. Maintenant, parlons de la véritable raison de mon licenciement. Martine se leva d'un bond. Mademoiselle Toledo, vous dépassez les bornes. Non, Madame Chevalier, c'est vous qui avez dépassé les bornes depuis mon arrivée. Élise fouilla dans son sac. Sortant un petit carnet. J'ai tout noté, Madame Chevalier. Tous vos reproches injustifiés, toutes vos humiliations publiques, tous vos efforts pour me déstabiliser. Elle ouvrit le carnet, lisant à voix haute. Premier jour. Votre blouse n'est pas assez blanche. Deuxième jour. Vous souriez trop aux patients. Ce n'est pas professionnel. Troisième jour. Vous ne souriez pas assez. Vous inquiétez les patients. Des rires nerveux s'élevèrent dans l'assistance. Martine devenait écarlate. 15e jour. Vous passez trop de temps avec les patients. 20e jour. Vous ne montrez pas assez d'empathie. Dois-je continuer?
Cela suffit, explosa Martine. Ces critiques étaient justifiées. Vraiment. Alors expliquez-moi comment je peux simultanément sourire trop et pas assez, comment je peux être trop proche et pas assez empathique. Élise referma son carnet, fixant Martine avec intensité. La vérité, Madame Chevalier, c'est que vous avez cherché dès le premier jour un prétexte pour me licencier. Et quand vous n'en avez pas trouvé, vous en avez inventé un. C'est faux. Alors prouvez-le. Faites revenir Monsieur Dubois, confrontez-moi à lui publiquement, laissez-moi me défendre face à mon accusateur. Martine balbutia, cherchant une excuse. C'est impossible, son état de santé. Son état de santé était parfait quand il a quitté la clinique. J'ai vérifié. Henri observait ce duel verbal avec admiration. Sa fille se battait avec un courage et une intelligence remarquables. Mes chers collègues, continua Élise, je ne vous demande pas de me croire aveuglément. Je vous demande simplement de réfléchir. Combien d'entre vous ont assisté à mes prétendues négligences? Combien ont constaté mes supposés comportements inappropriés? Le silence qui suivit était éloquent. Aucun soignant ne pouvait témoigner contre Élise. Par contre, combien d'entre vous ont vu Madame Chevalier me harceler quotidiennement? Combien ont assisté à ces humiliations répétées? Cette fois, plusieurs mains se levèrent timidement. Voilà la vérité. J'ai été victime de harcèlement moral. Et quand j'ai résisté, on a inventé des fautes pour me faire taire. Martine était maintenant dans ses derniers retranchements. Mademoiselle Toledo, vous oubliez vos relations douteuses avec Monsieur Beaumont. Mes relations douteuses. Élise sourit tristement. Vous voulez dire que j'ai soigné un patient avec compassion, que j'ai écouté ses inquiétudes, que j'ai fait mon travail d'infirmière. Elle se tourna vers Henri. Monsieur Beaumont, voulez-vous témoigner de mes soins? Henri manœuvra son fauteuil jusqu'au pied de l'estrade. Mesdames et messieurs, Élise Toledo est la meilleure soignante que j'ai jamais rencontrée. Elle m'a redonné goût à la vie quand j'avais perdu tout espoir. Sa voix se brisa légèrement. Cette jeune femme a un don pour soigner les cœurs autant que les corps. La détruire serait un crime contre tous les patients futurs qu'elle pourrait aider. L'émotion dans sa voix était palpable. Plusieurs personnes dans l'assistance avaient les larmes aux yeux. Mais il y a autre chose que vous devez savoir, continua Henri. Élise le regarda avec surprise. Que comptait-il révéler? Cette audience n'est qu'une mascarade organisée par mon ex-épouse, Sylvie Dufresne, pour nuire à Mademoiselle Toledo. Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée. Madame Chevalier a été achetée par Sylvie pour espionner mes faits et gestes, puis pour détruire la carrière d'Élise quand celle-ci est devenue problématique. Martine bondit sur ses pieds. C'est de la diffamation. Monsieur Beaumont délire. Henri sortit alors une enveloppe de sa poche. Vraiment? Alors comment expliquez-vous ceci? Il brandit le document qu'avait remis Lucien. Un relevé bancaire montrant un virement de 50 000 € sur votre compte personnel, Madame Chevalier, expéditeur, Sylvie Dufresne, date, il y a exactement une semaine. Martine devint livide. Elle n'avait pas prévu qu'Henri puisse remonter si facilement la piste financière. C'est un prêt? Pour des raisons personnelles? Un prêt? Henri ricana. Combien de directrices d'hôpital prêtent 50 000 € à des infirmières chefs? Le silence était maintenant total. Tous les regards étaient braqués sur Martine, qui cherchait désespérément une échappatoire. « Mesdames et messieurs, déclara Henri solennellement, je m'apprête à révéler quelque chose qui va changer la donne de cette affaire. » Il regarda Élise, qui le fixait avec appréhension. « Élise, pardonnez-moi de révéler ceci publiquement, mais je n'ai plus le choix. » Henri sortit de sa poche le résultat du test ADN. « Mesdames et messieurs, Élise Toledo n'est pas seulement une infirmière exceptionnelle, elle est ma fille, Anaïs Beaumont, disparue il y a 25 ans. » Le choc fut total. Élise chancela, s'appuyant sur le pupitre pour ne pas tomber. « Quoi ?» murmura-t-elle. Henri se leva de son fauteuil, malgré sa faiblesse, et s'agenouilla devant elle. « Vous êtes ma fille, Élise, et rien ni personne ne vous éloignera de moi une seconde fois. » L'amphithéâtre était plongé dans un silence de cathédrale. Élise fixait Henri, agenouillé devant elle, tenant dans ses mains tremblantes le résultat du test ADN qui bouleversait toute son existence. « Ma fille !» répéta Henri, la voix brisée par l'émotion. « Ma petite Anaïs, après 25 ans, tu es enfin revenue vers moi. » Élise recula, secouant la tête, incapable d'accepter cette révélation qui détruisait tout ce en quoi elle avait cru. « Non, non, ce n'est pas possible.
Je suis Élise Toledo. Hélène était ma mère. Vous mentez. Le test ADN ne ment pas, ma chérie. Henri tendit le document vers elle. 99,99% de probabilité, tu es ma fille, celle que j'ai cherchée toute ma vie. Dans l'assistance, les murmures commençaient à enfler. Certains patients pleuraient, touchés par cette scène déchirante. Les soignants se regardaient, abasourdis par cette révélation qui dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Martine Chevalier profita de ce moment de confusion pour se diriger discrètement vers la sortie, mais Lucien Girard, qui venait d'arriver, lui barra le chemin. « Madame Chevalier, je ne crois pas que vous puissiez partir maintenant. La police vous attend à l'accueil. » Martine pâlit davantage, réalisant que ses crimes allaient enfin être punis. « J'ai été manipulée. Madame Dufresne m'a forcée. Vous aurez tout le temps de vous expliquer devant un juge, » répondit froidement Lucien. Deux policiers en uniforme entrèrent dans l'amphithéâtre, se dirigeant vers Martine qui s'effondra sur une chaise, vaincue. « Martine Chevalier, vous êtes en état d'arrestation pour corruption, chantage et complicité d'enlèvement d'enfants. » L'arrestation de Martine ramena l'attention sur Henri et Élise. La jeune femme était maintenant assise sur les marches de l'estrade, le visage dans les mains, submergée par l'ampleur de ses révélations. « Élise, » murmura Henri en s'approchant prudemment, « je sais que c'est un choc terrible, mais tu dois savoir que je t'ai cherché chaque jour pendant 25 ans. Pas un seul jour sans penser à toi. » Élise leva vers lui des yeux noyés de larmes. « Hélène, que s'est-il passé avec Hélène ? Elle était au courant. » Henri s'assit à côté d'elle, choisissant soigneusement ses mots. « Hélène était innocente, ma chérie. Elle a été manipulée par Sylvie, mon ex-épouse. On lui a fait croire que tu étais vraiment abandonnée, que personne ne te recherchait. Sylvie, votre ex-femme, qu'est-ce qu'elle a à voir avec... Elle a organisé ton enlèvement, Élise, par jalousie, par cupidité. Elle ne supportait pas que je veuille te léguer une partie de ma fortune. » Élise ferma les yeux, essayant de digérer ces informations impossibles. « Donc, toute ma vie a été un mensonge. » »« Non. » Henri prit doucement ses mains dans les siennes. « Ton enfance avec Hélène était réelle. Son amour pour toi était authentique. Elle t'a élevé avec tendresse. Elle t'a transmis des valeurs magnifiques. Regarde la femme que tu es devenue. Généreuse, courageuse, dévouée aux autres. » Il caressa doucement ses cheveux, retrouvant les gestes paternels d'autrefois. « Hélène t'a peut-être caché tes origines, mais elle t'a donné ce qu'il y a de plus précieux, l'amour et l'éducation qui ont fait de toi cette personne exceptionnelle. » Élise sanglotait maintenant, libérant des années d'interrogation et de doute. Mes cauchemars, le jardin, la balançoire, cette voix qui m'appelait. C'étaient des souvenirs. Ma chérie, tu te souvenais de notre maison de Versailles, de la balançoire que j'avais installée sous le grand chêne, et cette voix, c'était la mienne qui t'appelait « mon rayon de soleil ». Élise le regarda avec des yeux nouveaux, et soudain, des images floues remontèrent à sa mémoire. Un homme grand et souriant qui la portait sur ses épaules. Des jeux dans un immense jardin, des histoires racontées le soir. « Papa », murmura-t-elle, et ce mot, qu'elle n'avait jamais prononcé, sortit naturellement de ses lèvres. Henri éclata en sanglots, serrant sa fille contre lui pour la première fois depuis 25 ans. « Oui, ma chérie, papa est là. Papa ne te laissera plus jamais partir. » L'émotion était si intense que toute l'assemblée pleurait maintenant. Dehors, Martineau se leva, visiblement bouleversé. « Mesdames et messieurs, compte tenu de ces révélations extraordinaires, j'annule évidemment toutes les accusations portées contre mademoiselle. »« Pardon, mademoiselle Beaumont, sa suspension est levée avec effet immédiat, et des excuses officielles lui seront présentées. » Henri se redressa, aidant Élise à se lever. « Docteur Martineau, Élise reprendra son travail si elle le souhaite, mais sachez qu'elle a désormais d'autres options. » Élise le regarda. « Intriguée, que veux-tu dire ? Tu es l'héritière de l'Empire Beaumont, ma chérie. Tu peux choisir la vie que tu veux mener. » Élise réfléchit un instant, puis secoua la tête avec détermination. « Non, papa, je ne veux pas hériter de ta fortune. Pas maintenant. J'ai besoin de temps pour m'habituer à... » Tout ça, Henri sourit, fier de la sagesse de sa fille. « Que veux-tu faire alors ?» Élise regarda autour d'elle, contemplant cette clinique où tout avait commencé, où il s'était alors retrouvé. « Je veux transformer cet endroit, en faire quelque chose de meilleur. » « Comment ça ?»
Cette clinique va devenir un centre d'accueil pour les soignants victimes d'injustice, de harcèlement, d'abus de pouvoir, un endroit où ils pourront se reconstruire, se former, retrouver confiance en eux. Henri hocha la tête, admiratif de cette générosité qui caractérisait sa fille. C'est une idée magnifique, nous le ferons ensemble. Ensemble. Bien sûr, j'ai 25 ans de tendresse paternelle à rattraper. 6 mois plus tard, la transformation était spectaculaire. L'ancienne clinique des Thermes était devenue le centre Hélène Toledo. En hommage à la femme qui avait élevé Élise avec tant d'amour, les premiers pensionnaires étaient arrivés, des infirmières victimes de harcèlement, des aides-soignants licenciés abusivement, des médecins épuisés par des conditions de travail impossibles. Élise dirigeait le centre avec passion, aidée par Henri qui avait retrouvé goût à l'action. Ensemble, ils avaient créé un modèle unique de soins et de reconstruction professionnelle. Sylvie Dufresne avait été arrêtée à l'aéroport de Roissy alors qu'elle tentait de fuir vers l'Argentine. Son procès pour enlèvement d'enfants, séquestration et corruption avait fait les gros titres. Condamnée à 15 ans de prison ferme, elle purgeait sa peine dans la prison pour femme de Fleury-Mérogis. Martine Chevalier avait écopé de 3 ans avec sursis pour sa complicité, mais sa carrière était définitivement ruinée. Ce soir-là, Henri et Élise se promenèrent dans le jardin du centre, savourant le calme après une journée bien remplie. Élise avait insisté pour garder son nom d'adoption, devenant officiellement Anaïs Élise Beaumont Toledo. « Papa », dit-elle en s'arrêtant près d'un rosier qu'ils avaient replanté ensemble, « je voudrais te remercier. » « Me remercier. Mais de quoi, ma chérie ? De m'avoir retrouvée, de m'avoir rendu mon identité, mais surtout, de m'avoir laissé le choix de rester celle que j'étais devenue. » Henri sourit, passant un bras autour des épaules de sa fille. « Tu es un mélange parfait d'Anaïs et d'Élise. La petite fille que j'ai connue et la femme extraordinaire qu'Hélène a élevée. » Ils restèrent un moment silencieux, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes alpines. « Papa, est-ce que tu penses qu'Hélène aurait approuvé ce que nous faisons ici ? » J'en suis certain, ma chérie. Elle qui a consacré sa vie à sauver des enfants. Elle serait fière de voir sa fille sauver des adultes en détresse. Élise hocha la tête, apaisée. Elle avait trouvé l'équilibre entre ces deux vies, ces deux identités, ces deux familles. « Papa, tu te souviens de ce que je disais petite avant de m'endormir ?» Henri sourit, se rappelant ce rituel qu'il avait tant regretté. Lumière, fleurs et vent. Exactement. Tu peux me l'expliquer à nouveau, comme avant. Henri prit la main de sa fille, retrouvant la tendresse de leur soirée d'autrefois. La lumière, pour éclairer ton chemin et chasser l'obscurité. La fleur pour apporter la beauté dans le monde, comme tu le fais chaque jour, et le vent pour emporter tout ce qui pourrait te faire du mal. Élise ferma les yeux, savourant ces mots qui avaient traversé le temps et l'espace pour la ramener vers son père. Lumière, fleur et vent, murmura-t-elle dans le vent du soir, et pour la première fois depuis 25 ans, Henri Beaumont s'endormit paisiblement,